Bah, c'est un peu ça, chef opérateur, c'est combiner la lumière avec le capteur, avec l'optique, avec les filtres, avec le mouvement, tu vois, et faire que ce cocktail pète à l'image. Bienvenue dans Scope. Aujourd'hui, je suis avec Emmanuel Lacari qui est chef opérateur. On va voir ensemble ce que c'est qu'un chef opérateur, comment on devient chef opérateur et comment on fait pour s'adapter à un marché qui évolue rapidement. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant de communiquer sur les tournages, parce que les Américains le font beaucoup. Moi, j'appelle ça du storytelling dans le storytelling. C'est l'inception de l'inception. Bah, tu montes l'envers du décor, parce que souvent, en pub, c'est dur de le faire. Tu peux pas tout le temps le faire, mais quand c'est un court-métrage, c'est pas mal. T'as déjà fait des making-of? Ouais, tout début. Moi, j'ai commencé dans les mariages. Ah, donc tu fais partie de ces vidéastes mariage. Ouais, mais je faisais ça pour gagner de ma vie. Après, en sortant de l'école, une amie monteuse était dans un studio photo. Bah, j'ai commencé à faire des vidéos de mariage. À côté, j'ai monté un studio photo avec un autre ami. On était associés. Et voilà, on faisait du portrait, on faisait des photos pour le magazine Le Point. On avait un agent, tu vois, on bossait quoi. Et après, lui est parti dans la mode, on s'est désassociés. Bon, voilà, comme d'hab, il y a des choses qui se passent dans la vie. Hein. Lui a voulu aller dans la photo de mode. Moi, j'ai voulu faire une école de cinéma pour aller dans la vidéo, tout ce qui est filmé. Et ouais, on a changé de voie. Toi, t'es intéressé ciné? Bah, la lumière ciné, mais tu vois, la photo, là, je reprends, je reviens un peu en arrière, parce que j'aime bien. Ça te travaille l'œil. Travailler un cadre, la photo, c'est super pour ça. Et moi, de ce que je vois, des jeunes vidéastes sur YouTube, par exemple, j'en vois plein qui oublient de travailler la lumière et le cadre, ou qui le font pas assez et qui préfèrent, tu vois, travailler, je sais pas, les transitions, l'étalonnage, tu vois, ils vont faire des trucs qui en jettent rapidement, mais ils vont oublier que... Bah, on est dans la génération show-off, on dirait. Hein. Tu sais, genre, moi je compare ça par rapport à t'as une copine, tu veux lui offrir une bague, mais en fait, t'as pas les moyens d'avoir la belle bague, donc tu lui fais la super boîte et tout le train-train, et tout le tintamarre qui va autour, tu vois. Et malheureusement, c'est pas ça, il faut travailler déjà les fondations de ton taf avant de faire enjoliver tout ça. C'est, tu vois, soit tu le fais tout seul parce que tu sais faire, soit tu passes par des potes. Nous, c'est ce qu'on fait. Hein. Quand je fais une démo et que je sais pas faire une animation, bah, j'appelle un ami. Est-ce que tu as le temps de m'aider sur ce coup-là? Tu vois, c'est plus ça d'avoir des. Tu peux pas tout faire. Ou alors, tu fais tout, mais tu survoles tout. C'est un peu le problème qu'on a avec certaines agences qui ont connu le passage du 7D aux caméras un peu plus puissantes et qui se disent, voilà, tu sais tout faire, mais nous, on veut passer une qualité au-dessus. Donc tu penses que la qualité supérieure passe par la spécialisation? C'est pas vraiment une spécialisation, mais si tu travailles avec des départements qui savent faire des choses plus poussées, plus avancées visuellement, ou tu vois, que tu peux pas faire dès que tu sors d'école. Est-ce que les prods viennent chercher les chefs-op en fonction de leur style, tu vois, ils vont se dire ce mec-là, il a ce style-là, donc je le prends pour ça. Alors, je peux te dire ce que j'aimerais qu'il se passe et ce qui se passe réellement. Ce que j'aimerais qu'il se passe en France, c'est qu'on t'appelle parce qu'on a aimé ton travail. Ce qui se passe réellement, c'est que on t'appelle parce que dans ta démo, il y a une image qui correspond à ce que le brief client demande. Donc, tu as fait des super images d'oiseaux. Ah, ma pub, il y a des oiseaux. Donc, on peut te vendre. C'est pareil pour un réalisateur. Hein. Donc, le côté spécialisation, c'est un peu le problème. Tu mets le doigt dans l'engrenage, tu fais de la pub. J'exagère, je caricature, mais tu fais de la pub Findus. On va t'appeler que pour de la pub Findus parce que c'est rassurant, parce que tu as déjà les images. Ouais. Alors, c'est pour ça que moi, j'essaye maintenant de créer du contenu pour des marchés que j'essaye d'atteindre. Les clients ont du mal à se projeter dans une personne, même si elle sait faire beaucoup de choses, si elle n'a pas les images de ce qu'ils recherchent. Tu sais, c'est un peu la caricature du film 99 francs, je sais pas si tu l'as vu. Ouais. Tu as fait des yogourts, tu sais faire des Danone, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu le problème. Donc du coup, on est toujours obligé de créer avec des réas, faire ce qu'on appelle des fausses publicités. Une fois, on a fait 4 clips d'un coup. On avait, je sais pas, peut-être 2000 sur un, 3000 sur l'autre, 6000 sur l'autre. On les mettait les 4, on les shootait d'affilée. Et on prenait le meilleur matos, toute l'équipe et tout. Et du coup, dans chaque clip, on avait mis des plans qu'on extrait pour faire une démo pub. Bah, c'est cool. Bah, tu vois, moi, j'ai pas pu faire ça pour une bande démo, mais j'ai même pas pensé, tu vois. Bah, faire des fausses pubs, oui, tu peux payer de ta poche, aller avec des potes, faire ça. En fait, quand t'as pas le temps, quand t'as pas l'argent, t'as le temps, donc ça va te prendre des tonnes de temps à faire. Ou quand t'as l'argent, moi je connais je peux te citer des réas qui ont fait un clip, ils ont mis de l'argent de leur poche, c'est pas mal. Hein. Bah, Greg et Lio, je sais pas si tu vois. Ouais, je vois très bien. Je les ai connus, ils étaient pas. Enfin, il y en a un, il était pas réa, maintenant il est chef-op et réa, et tu vois, il a misé quoi, sur lui. Donc faut miser sur soi.
Ouais, c'est sûr. Faut investir sur soi. Voilà, il a investi, il s'est dit, allez, je fais un clip en l'hommage à Kanye West. Niggas in Paris, cartonné, il a signé en agence de pub. Hein. J'ai déjà eu 2-3 échanges rapides avec eux sur Facebook. Ils sont hyper ouverts. C'est Ouais, marrant. très cool. Bah, en fait, pour moi, les meilleurs, c'est les gens qui te prennent pas de haut. En fait, ils sont, je sais pas comment dire, ils ont un tel niveau qu'ils n'ont pas besoin de se la raconter pour te parler. Ceux que tu sentiras un peu plus difficiles, je pense que voilà, ils ont des trucs à travailler, quoi. Ah, c'est marrant que tu connaisses ces mecs-là, du coup, c'est cool. Ouais, bah en fait, j'étais assistant caméra quand Greg était chef électricien. Tu vois, ça date, hein. Bon, on commence? Allez. Première question, t'es prêt? Ouais. Qu'est-ce que c'est un chef opérateur? Ça peut être plein de choses, mais pour moi, c'est voilà, c'est un peu le bras droit du réalisateur. Et c'est voilà, c'est un métier qui est à la fois 50% artistique, 50% technique, c'est-à-dire qu'il va accompagner l'idée, si, comme en France, les réalisateurs, tu vois, souvent ils sont scénaristes, ils écrivent leurs propres projets. Tu vas les accompagner au choix de matériel, par exemple, au choix esthétique de l'image. Ça passe par le choix des optiques, le choix des caméras, le travail de la lumière. Donc on parle à la fois du scénario et à la fois de la technique qui va mettre en image ce scénario. Et la petite partie à la fin, moi j'appelle ça aussi la psychologie. T'es un peu psychologue du réa. Il y a des réalisateurs très techniques qui peuvent cadrer, ça m'est arrivé. Je les laisse. Moi ça me fait gagner du temps. Je peux me concentrer que sur la lumière. Donc on n'appelle plus ça chef opérateur, mais plus directeur de la photographie. Et il y a des réalisateurs qui ne connaissent pas beaucoup et qui te laissent libre cours à ton travail. Tu vois. Est-ce que parfois il y a des réalisateurs qui vraiment comprennent pas la technique et toi tu sens que tu te heurtes à chaque fois à un mur et que tu dois vraiment faire un gros travail d'éducation limite Bah, ça dépend des personnalités. Hein. Si tu t'entends bien avec la personne, déjà, tu as choisi le scénario. Tu vas pas aller, à moins que tu débutes et que tu te dises, voilà, j'ai besoin de faire ce projet. Faut sonder avant chaque projet que je choisis. Par exemple, personnellement, je vais voir le réalisateur. On se boit un café, un thé, on voit si on s'accorde sur la vision du travail. C'est hyper important. Et les affinités humaines. Que si ça part au clash tout le temps, je ne vais pas te faire le sketch de Moki avec son chef-op. Je ne sais pas si tu as déjà vu sur Internet. J'ai pas vu. Ouais, c'est la cool, fameuse intro de Caméflex, justement, de Léo Bugel. Tu peux te faire des blagues avec un pote réalisateur parce que ça fait des années que tu travailles avec lui, mais au bout d'un moment, voilà. Non, je pense qu'il y a plein de profils. Faut juste trouver les gens à qui tu aimes bien travailler et l'univers qui te plaît, quoi. Oui, si tu fais un truc qui te plaît pas, forcément tu vas droit dans le mur. Tu te brides et voilà, et tu vas être un peu plus sec et tout ça. Donc, Au niveau du rôle du chef opérateur, pour les gens qui connaissent pas trop, tu as chef opérateur, tu as assistant caméra, tu as directeur photo, chef électro. On va dire le haut de la pyramide, c'est le. Ouais, si on va loin, c'est le producteur. Hein. Celui qui va potentiellement avoir l'argent ou trouver l'argent pour faire le film. Il y a le réalisateur qui est soit à la création, c'est-à-dire qu'il a écrit son projet, soit il est aidé d'un scénariste. Et ensuite arrive le chef opérateur qui va essayer de mettre en image tout ça et que ça se tienne et qui est un univers marqué qui aura été travaillé en amont avec le réalisateur. Ensuite, il y a tous les assistants du chef opérateur. Il y a l'assistant caméra qui t'aide à faire le point, qui t'aide aussi à faire toute la prépa que peu de gens connaissent. Tu vois, des tests caméra avant de tourner en pellicule. Donc, il fallait tester si la pellicule était bonne, pas bonne, les optiques étaient calées, des choses comme ça. Est-ce que je vais dans le détail de tous les postes? Vas-y, moi ça m'intéresse en réalité. Hein. Le premier assistant caméra, voilà, il fait le point. C'est lui qui va, avec le point, définir, voilà, avec mon consentement et le consentement du réalisateur, où on veut que le spectateur regarde. Est-ce que la profondeur de champ est grande, petite? D'accord. Ou est-ce qu'on peut faire du hors-champ? Enfin, voilà, tu vois, des choses comme ça. L'objet est dans le flou, ça indique une émotion dans le scénario, des choses comme ça. Le second assistant a un rôle un peu plus technique. Il va toujours aider le premier, mais il va l'aider par rapport à tout ce qui est autour de la caméra. Tu vois, ramener les batteries, faire en sorte qu'elles ne se coupent jamais. Voilà. Et il va aider aussi la première assistante, tout ce qui est préparation de la caméra pendant les essais caméra. Chercher les filtres ND. Ouais, mais même des fois, tu vois, moi j'ai été second assistant caméra quand j'ai commencé et la première qui m'a formé, elle m'a fait passer le flambeau, entre guillemets. Des fois, elle me laissait le point, tiens, voilà, c'est une scène cool, il n'y a pas grand. On va pas te casser la tête, tiens, prends le point, regarde comment ça marche, tu vois. Moi j'appelle ça du compagnonnage un peu. Tu vois, c'est un peu de l'artisanat. En fait, tu montes un peu les échelons jusqu'à arriver à chef-op. Ouais, mais ça c'est la voie classique. Okay. Qui date maintenant. J'ai vu des jeunes chefs-op qui sortent d'école et tac, ils se mettent chef-op. Ça arrive aussi.
On va continuer sur les métiers. Le troisième assistant caméra, pour moi, c'est celui qui s'occupe du combo. Mais c'est souvent le troisième, on a les moyens que quand on a fait du long métrage, par exemple. Donc, le combo, c'est le retour vidéo. Et aussi l'enregistreur qui permet, tu vois, c'est pas bien en tournage de souvent relire les prises sur la carte mémoire de la caméra. Donc, on relie la sortie SD, une sortie vidéo de la caméra sur un enregistreur externe qui est relié au moniteur pour pouvoir les relire directement sur le moniteur. Ok, d'accord. Sans avoir à, tu vois, comme ça, l'équipe, si elle veut tu vois, prise finie, je suis le réalisateur, voilà, j'aimerais bien relire la dernière prise ou l'avant-dernière, les gars. Et toi, tu es en train de préparer l'autre scène avec le chef-op, tu vois, t'es chef-op, t'as envie de bosser, quoi. Faut pas trébucher sur les câbles. Hein. Voilà, et t'as ta carte mémoire, t'as pas envie qu'on te bloque ta caméra, sinon tu peux rien faire. Donc, on enregistre sur le moniteur. Donc ça, c'est le troisième assistant caméra. Donc là, je redescends tout par la caméra. Tu as le DIT ou le Data Manager. Data Manager, c'est le gars qui va faire les backups. Pourquoi Data Manager? Parce que maintenant, avec toutes ces caméras de 8K, 6K, tout ça, on a tellement de données qu'il faut sécuriser tout ça. Donc Data Manager, c'est vraiment le backup. Le DIT, c'est, on va dire, s'il a des fonctions en plus, c'est qu'il fait du live grading, de l'étalonnage en live pour que le chef-op voit le résultat final de son image en live. T'as déjà fait? Ouais. Alors, t'aimes bien? C'est sympa. Après, il faut trouver un chef opérateur qui a besoin de ce poste. Parce qu'à l'étranger, on l'utilise plus qu'en France. Parce que ça coûte de l'argent, du matériel, voilà. Et on peut avoir, imaginons, 2 raids Monstro 8K en live. Il faut traiter les 2 signaux. Et ces luttes qui sont créées en live sont sorties pour qu'à la post-production, ils appliquent ce qu'a vu le chef-op. Et que le réel, le chef-op, voit vraiment le résultat du RAW développé, entre guillemets. Parce que le RAW, c'est comme de la pellicule, en fait, pour nous. En gros, le mec qui fait ça, il donne une maquette de son étalonnage à l'étalonneur. Non, il donne carrément le chef-op pendant les pauses, vient, bon, alors, avant la première, voilà, on se fait une lutte pour, je sais pas, intérieur jour, tu vois. Mais c'est une grosse organisation. Mais c'est hyper intéressant. Après, tout le monde n'a pas les moyens de faire ça, mais tu peux faire gagner du temps en post-prod. Je pense qu'en France, on a peur que cette personne vampirise ton travail de chef-op. Moi, j'aimais bien avant marquer hyper fort mon image pour que l'étalonneur, comme j'y connaissais rien, vraiment à mes débuts, je voulais marquer l'image pour pas qu'il puisse la modifier en fait. Comme en pellicule. Avec le numérique, tu peux casser ton image et changer complètement. Moi, ça m'arrivait. C'est comme ça que j'ai appris l'étalonnage parce que je voulais pas qu'on me casse mon idée de départ. Et donc là, tu m'as donné. Là, c'est toute la partie caméra et DIT, donc c'est un peu backup. Partie lumière. Mon bras droit, moi, c'est le chef électro aussi. Bon, j'ai 2 bras droits. J'ai le bras gauche, c'est premier assistant caméra. Le bras droit, c'est mon chef électricien. Donc, le chef électricien, c'est lui qui va commander toute l'équipe lumière de tout ce qui est électro. Voilà, tous les électros qui vont mettre en place la lumière sur le plateau. Donc lui, c'est vraiment lui qui va être à la base de... Je peux donner un exemple concret. Voilà, on est tous les deux, on discute là et on va dire scène d'appartement, intérieur, studio, jour, voilà. On va se voir avec le chef électricien, autour d'un café, on va faire un schéma, un plan au sol, et on va dire, bon voilà, j'ai cette scène-là, j'aimerais faire tel type d'ambiance, lui va me faire des propositions, moi je lui donne on va dire le schéma global. Il y a des chefs-op, moi ça m'est arrivé à mes débuts d'être très directif, et plus j'ai travaillé avec des chefs électriciens plus âgés, avec beaucoup plus d'expérience, plus il m'apportait, il me nourrissait de quelque chose que j'avais pas, quoi. Donc ça a été intéressant aussi de travailler avec des gens plus âgés, qui ont fait plus de longs métrages, et c'est là vraiment, entre guillemets, tu apprends aussi ton métier de chef-op et t'évolues. Tu vois, donc c'est vraiment par l'expérience, c'est par le tâtonnement, bosser avec des gens plus vieux, que t'apprends ton métier. Hein. Bah ouais, c'est ça qui est cool, parce que moi, comme je suis en freelance et que à la base je suis tout seul, c'est difficile de trouver... faut vraiment que je trouve... Il y a une place à la formation qui est absolument nécessaire, et aussi à la rencontre, tu vois, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés aussi à la base. Parce que moi, je voulais faire des rencontres de mecs qui pouvaient justement m'apprendre des trucs que je pourrais pas trouver sur YouTube, par exemple, ou dans un livre. Moi, j'ai appris un peu comme à l'époque de YouTube, mais sur des blogs écrits. Comme je te disais, Pascal Monjovan, c'est un chef-op suisse. Super, il a un blog de lumière où il t'explique les bases. Après, c'est à toi de te dire, ok, moi, je me suis dit avec des potes à l'école, on fait un petit court-métrage. J'ai vu cette technique, on va l'essayer. Ça marche pas, tu te plantes, tu refais. Moi, je m'en rappelle, mais... je vais le dire, c'est pas bien, mais je vais le dire. Les premiers trucs photo, même photographe, j'utilisais du papier sulfurisé avec des projecteurs de jardin et je te faisais des photos de malade. Parce que j'avais maîtrisé cet outil qui est hyper basique. Tout outil, voilà, tu peux bien l'optimiser en fait. Il faut juste connaître ses défauts et les contrebalancer. Les chefs électro, concrètement, ils font quoi sur le tournage, enfin sur un plateau?
Bah déjà, ils vont gérer aussi toute la partie, tu vois, mise en place, c'est-à-dire qu'ils vont choisir la technologie du projecteur. En fait, c'est à la fois, allez, eux, c'est un peu plus compliqué, c'est technique, artistique et financier. Parce que un projecteur, maintenant, tu as du tungstène, tu as les Fresnel, tu as de la LED, maintenant, c'est la nouvelle technologie, tu as des HMI, donc il faut choisir l'outil selon l'enveloppe qu'on te donne aussi. Donc tu as un cahier des charges sur un tournage. Il faut que ça remplisse mes conditions artistiques. Donc, il va prendre mes informations artistiques, couleur, puissance par rapport à la distance des comédiens, tout ça. Il va se dire, bon, j'ai tel budget, il va aussi négocier. Tu vois, je sais pas comment expliquer. C'est un peu une table ronde avant chaque tournage avec la production, le directeur de production, le réalisateur, ça peut arriver, le chef opérateur et le chef électro. L'assistant cam, ça peut arriver, mais pas tout le temps, tu vois. Et on se dit, voilà, on veut faire ça, quelles sont vos idées? Et c'est un peu collégial. Mais après, tout le monde ne marche pas pareil. Hein. Les chefs-op sont très directifs, ils donnent leur liste, ou alors ils connaissent avec leur chef électro, ils connaissent assez pour savoir ce qu'ils veulent. Ils ont des habitudes. Chaque chef-op utilise un type de projecteur parce que c'est son truc, il le maîtrise en fait. Il y a plein de nouveaux projecteurs, c'est comme les caméras, donc chacun maîtrise plus ou moins un outil parce qu'il l'a utilisé souvent. Et, Moi j'ai un court-métrage à faire en mars avec un jeune réalisateur, il a 22 ans. Je vais avoir un chef électricien et ce chef électricien, je vais dire voilà, je vais lui envoyer le scénario déjà. Avec le réalisateur, on va travailler le découpage technique. En amont, j'aurais fait un repérage dans les décors. Et je vais dire voilà, bah, sur ce projet-là, montage du scénario, voilà, sur cette scène-là, je veux que mon personnage ait telle ambiance, telle couleur, qu'est-ce que tu en penses? On pourrait prendre un HMI, mais j'ai vu les décors et lui, il est venu avec moi et on est très bas de plafond et j'ai une galère d'installation. Qu'est-ce que tu proposes, tu vois? Donc, il faut trouver l'outil qui fonctionne avec ton décor, mais qui donne l'effet que tu veux. Et ça demande de l'expérience. Et un mec qui débute, il va pas te prendre le bon outil et il va se rendre compte pendant le tournage que c'est pas le bon. Donc, c'est là où il faut savoir se vendre auprès des productions. Quand tu prends des gens plus âgés, qui sont un peu plus chiants, faut le dire, mais qui vont te faire gagner du temps. Je connais que la LED en réalité, moi. Tu vois, parce qu'avec le budget que j'ai, quand même, je suis en équipe réduite ou tout seul tout le temps, jamais je vais utiliser des HMI ou des... Oui, mais parce que c'est pas ton époque. Mais nous, je sais pas si tu as entendu parler de la valise de mandarine, on appelait ça. Tu vois, c'est 3 petits projecteurs Fresnel, ce qu'on appelle open face, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de lentilles. Et voilà, et ça décrasse, quoi. Ça envoie sur une large plage en 3200 Kelvin en tungstène, quoi. Donc mais même ça, travailler, c'est un bon projecteur. Et ça coûte rien par rapport à la LED. Moi, je trouve que la LED est un peu chère. Moi, j'ai commencé, j'avais un chef électricien, on avait été à Leroy Merlin, on a fait des réglettes, tu sais, les petites réglettes tubes fluorescents. Ça, c'était notre LED à nous. Moi, j'ai fait un pilote de long Arctic 22, je sais pas si je t'avais envoyé peut-être. Je l'ai vu. Voilà, bah, j'ai utilisé que de la lumière architecturale. C'était de la LED, mais j'aurais pu tout faire à l'époque en réglette. J'utilisais des LED, des tubes LED, mais voilà, que de lumière dans le décor pour être libre au Steadicam de filmer tout le décor et que le réa puisse être tranquille, pour pas que je le gêne. Donc toi, la lumière, tu disais, tu l'as appris? Moi, je l'ai appris sur les courts-métrages. Ah, et un peu sur Internet en regardant ce qu'ont fait d'autres chefs-op. Donc un peu sur Internet et ensuite... et j'ai expérimenté sur le terrain ce que je découvrais sur Internet pour voir, tu sais, il faut t'entraîner en fait. Vous faites ça en vidéo déjà. La lumière, c'est pareil. Hein. Et l'accès à la lumière, je trouve, est beaucoup plus intéressant de nos jours qu'avant. Hein. C'est pour ça qu'on faisait certains tournages où on avait l'argent, on expérimentait des choses qu'on ne pouvait pas faire si on avait dû louer tout seul les outils, quoi. Donc là, on a fait la partie caméra, la partie lumière. Voilà, la lumière, c'est le chef électro, on a parlé. Les électros, c'est tous ceux qui vont tirer les prolongs, vérifier les installations, les accroches, tout ça, sous la coordination du chef électro, qui est un peu le chef de chantier de tout le tournage, en partie lumière. Le chef électro, est-ce que c'est lui qui déplace les lumières sur un tournage? Il peut déplacer les grosses sources à la face parce que il est proche de moi et que j'ai envie qu'il m'arrange un comédien qu'il ait une meilleure lumière. Après, il peut demander à ses électros à l'aide du talkie parce que la scène est lointaine et il reste avec moi. Moi, j'aime bien avoir un chef électricien qui reste au combo, au moniteur avec moi, pour qu'il voit quand le comédien se déplace, comment la lumière prend sur lui. Tu vois. Parce que souvent, c'est dur de se projeter tant que tu n'as pas vu le résultat. Mais l'expérience te permet de te projeter sans avoir forcément à regarder le résultat. Ça peut arriver. Il y a des chefs électro, j'ai déjà vu, t'inquiète, ça passe. Et j'en ai un, il est comme ça. Pas besoin de regarder le combo, il sait. Mais ça, c'est les années de vision de l'image, d'analyse. Tu vois ? C'est quand même un métier très technique. Ouais. Parce que là, en fait, toi, tu es un peu
Tu es un peu le chef d'orchestre de toute la C'est partie ça. image. C'est ça. Et du coup, tu dois aiguiser ton œil avec les années. Tu fais aussi beaucoup d'étalonnage. Et Oui, là, par exemple, tu arrives à voir dans cette pièce, tu arrives à savoir à quelle température sont. Bon, c'est pas les mêmes LED, c'est pas les mêmes ampoules partout, Ouais, mais oui, oui, bah à force, ouais. à l'œil, tu arrives à voir Bah ça. là, il y a, ouais, là, il y a un 2008, là, il va y avoir un 3000, 3002 standard. Celles-là, les plus bleues, tu vois, c'est des LED, mais ils ont pas de... Je sais que je pense que tu as pris des LED, lumière c'est pas lumière du jour, quoi, c'est lumière artificielle, quoi. Lumière chaude. Mais après, te dire le Kelvin près, il faut, tu vois, il y a des outils pour ça, mais Évidemment. il y a des chefs électro, ouais, je lui demande une teinte, tac, il te la sort direct. Il te met tel gélate, il les combine, t'as la teinte, quoi. Par exemple, pour matcher deux sources lumineuses ensemble qui sont réglables en termes en température. Oui, Tu tu as dois un faire outil, tu vois, tu as la cellule pour les chefs-op qui mesure Ouais. voilà, l'indice de luminance. Et on appelle, tu vois, ça te permet de calculer le diaph sur la caméra. Et tu as aussi en lumière réfléchie ou incidente, tu vois. Et tu as aussi un thermocolorimètre, qui est l'outil qui permet de calculer la couleur d'un projecteur ou d'une gélatine. Tu veux dire les dérives vertes Non, non, ou- il te dit 4000 Kelvin. Tu mets Ah, sur d'accord. ton projecteur, il te dit. Le seul souci, c'est que maintenant, on va dire c'est une sonde, c'est comme pour étalonner un écran, ou calibrer un écran, je veux dire. C'est une sonde qui va calculer un indice, et cet indice, voilà, avec la LED, ça a changé. Il faut des sondes plus précises et avec un spectre plus large maintenant. Donc ça devient encore plus compliqué, donc il faut se mettre à jour dans ses connaissances, tu vois. Mais bon, là on parle de, ouais, c'est un peu luxueux, ça coûte presque 2000 € ce thermocolorimètre, voilà, pour la LED. Tout le monde, enfin, ceux qui font du long métrage à l'année, ils peuvent se permettre, les chefs électriciens. Je pense, il y en a qui l'ont, hein. Du coup, là, c'est toute la partie organisation. Voilà, caméra lumière, là on en a parlé. Après, il y a des postes que je connais moins, mais voilà, il y a tout le clan du son, hein. L'ingénieur du son qui va aussi travailler sur voilà, l'ambiance que veut le réalisateur. Donc ça, moi, je ne gère pas. Ouais. Là où je vais l'embêter, c'est mon placement lumière, parce que les ombres portées de sa perche. Donc j'y pense un peu aussi. Ah oui, c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai qu'il y a ça. Tu me parlais tout à l'heure, tu m'as dit 50% technique, 50% artistique. Pour toi, c'est quoi la partie artistique? Bah, la partie artistique, moi, je travaille beaucoup avec les réalisateurs en échange de photos, de peintures et d'extraits de films. C'est-à-dire il va m'envoyer, je lui demande des moods. Quelles sont les premières idées qui te viennent à l'idée sur l'ambiance que tu aimerais? Et moi, je te propose ce que j'ai ressenti quand j'ai lu ton scénario. D'accord. Et on va se mélanger ces idées-là et on va voir si, avec un choix d'optique, de filtre à la caméra et de lumière et de jeu de gélatine et voilà, d'effets, on va réussir à avoir cette ambiance. Toi, dans un brief, tu fournis le mood board? Non, je fournis pas. On parle de fiction images. ou de publicité? Parce que c'est pas pareil. Je ne sais pas. Publicité, moi, plutôt ça. Publicité, souvent le mood board est donné par l'agence. On n'est pas des exécutants, mais tu vois, on va essayer d'amener quelque chose. Le réalisateur va amener sa touche à lui dans sa façon de raconter une histoire. Et moi, je vais essayer de ramener une qualité, une qualité d'image pub par rapport à ce que veut le réalisateur ou donner ma touche. Par exemple, moi, j'adore l'anamorphique. Je vais essayer de travailler en optique anamorphique. Pourquoi tu adores l'anamorphique? Je trouve que ça. Tu vois, on regarde une image soit sur un écran de cinéma plat, soit sur une télé ou un écran LED, c'est plat. Donc on veut donner de la profondeur à l'image. C'est pour ça que la lumière donne de la profondeur à cette image. C'est comme si on voyait que nos yeux. On a deux yeux, donc on voit en perspective. Le but de la lumière, c'est de redonner cette perspective quand on projette cette image ou quand on diffuse cette image sur un écran LCD. Donc moi, je trouve que l'anamorphique arrive à détacher le personnage du fond d'une image quand tu fais un point sur lui, par exemple, en réduisant la profondeur de champ. C'est pas la même sensation. En fait, ça me fait penser à la pellicule, c'est pour ça que j'adore ça. Mais souvent, dans l'image, on revient à ça, on essaie souvent de retrouver ce grain de film, Oui, ce côté pellicule. ce côté Ouais, pellicule tout le temps. on réinvente pas la roue, on s'adapte, hein. Mais On part d'une base, quoi. Ouais, bien sûr, mais on est quand même nostalgique, j'ai l'impression. Oui, ouais. Ouais, peut-être. Après, voilà, il y a tellement d'outils que... Moi, je me rappelle, ça me rappelle quelque chose, mais quand j'ai commencé la vidéo, je me suis dit, mais ça sert à quoi d'avoir du flou? Je me suis dit, mais c'est nul ces caméras qui font du flou, moi je veux que tout soit net. Ça sert à rien d'avoir du flou. Oui, Je m'étais fait cette réflexion maintenant, quand j'y repense, je me dis, mais comment j'ai pu penser à ça? En alors fait, que le maintenant- flou, tu vois, ça peut permettre de... Je
je sais pas, tu fais un film d'horreur et tu veux cacher un personnage qui se cache alors qu'il y a un monstre dans un coin et tu fais comprendre que voilà, cette personne est dans. T'es net sur le. Je sais pas, le monstre, c'est tout bête ce que je raconte. Tu laisses une partie floue à la droite de l'image pour faire comprendre que je veux que vous regardiez le monstre, mais on sent quand même qu'il y a un truc bizarre qui bouge dans le flou. Et du coup, donc l'anamorphique, ok. Et quoi d'autre comme pour l'artistique, je veux dire. L'artistique, c'est le choix du look de l'image en fait. C'est ça en fait, tout ce look de l'image. Par exemple, moi ça m'arrive souvent de bosser aussi avec la. J'aime bien travailler la lumière avec les chefs décorateurs. C'est-à-dire que moi si j'avais pas une belle déco, mon travail il serait moins beau. C'est-à-dire que sans eux, il n'y a pas que, mais c'est un des plus qui fait que mon image va être jolie. J'essaie d'intégrer de la lumière, j'essaie de voir un peu les teintes avec lui, de comprendre ce que veut le réalisateur. Donc tu vois, c'est un travail collégial. Donc ça, c'est plus en fiction qu'on fait ça. En pub, souvent, tu as une agence qui t'impose des choses. Donc tu t'adaptes. Mais en fiction, tu peux imposer, voilà, attention, là, j'ai vu que dans ce décor, il y a un mur rouge, tu l'habilles en rouge, il va pas se détacher du décor. Donc qu'est-ce que tu vas raconter dans cette scène? Le rouge, voilà, c'est la passion, c'est l'émotion. Tu vas pas raconter la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on change de décor? Est-ce qu'on tourne l'axe caméra? Des choses comme ça. Ouais, t'as tout un... C'est un peu un inconscient collectif, tu vois. Il y a des notions. Mais du coup, pour trouver l'image que tu as envie d'avoir, tu fais plein de tests, j'imagine. Je note des choses, des ambiances, des mots, des trucs que j'ai retenus du scénario. Et après, je les associe à des couleurs et je commence à me dire, à chercher sur Internet. Je me fais des listes Pinterest et je me dis, bon, allez. Ça, ce photographe, tiens, je m'en rappelle quand j'avais fait mes cours d'histoire de l'art, ça c'est cool. Ça, l'expo que j'avais vu là, ou je sais pas, même les voyages. En fait, tu vois, ou tes origines, parce que tu as voyagé dans ta famille, je sais pas, t'es espagnol, donc t'as Dali, tu vois, qui t'inspire. Tu vois, il y a des trucs, des fois, il faut pas trop réfléchir, faut laisser venir. Donc ça peut prendre du temps. Est-ce que quand tu cherches une idée de style comme ça dans ta tête, est-ce que tu repenses à plein de films, j'imagine? Enfin, moi, c'est ce que je ferais en premier. Oui, oui. Au début, quand tu commences chef opérateur, moi, je me rappelle, tu recopies un peu tes pairs, comme on dit, tu vois, tu t'entraînes, comme la peinture, hein, tu refais tes gammes, quoi. Et après, tu commences à trouver ton style au fur et à mesure, qu'est-ce qui te plaît, et t'expérimentes des choses. Mais oui, je donne des exemples de films, hein. Des réalisateurs, souvent, ils m'envoient une page de 12 photos prises d'un film, ou de plusieurs films. C'est plus facile de s'inspirer d'une peinture que d'un film, parce que film, tu peux rentrer dans la copie un peu. Mais ça, en peinture, il y a aussi ce truc de couleur aussi, quand même. Ouais. Quand tu commences, tu fais d'abord tes couleurs, et ensuite tu commences à peindre. Ah il y en a, ils font aussi le dessin, le contour, le cadrage. Tu vois, Pollock, il jette la peinture, c'est de l'abstrait. Tu vois, chacun fait chacun a sa méthode après. C'est ça. Et selon les réalisateurs ou les chefs-op, tu peux trouver cette expression artistique, quoi. Il y en a beaucoup. Hein. Je pense qu'il est temps de passer à la question 2. Comment on devient chef opérateur? Grande question. Il y a plein de voies possibles en fait. Il y a soit la personne qui, dès jeune, a une affinité. Voilà, elle a eu un caméscope, elle filmait. Moi, je m'en rappelle encore, mon père, il avait ça. Des vieux Hi8, cassettes, petits. Tu t'amuses avec à filmer, ça te plaît, tu commences à tourner avec tes potes, tu crées une asso. Enfin, j'ai des exemples de réalisateurs avec qui je travaillais qui ont commencé comme ça. Donc ça, c'est plus pour les réas. Chef-op aussi, tu peux te mettre avec des copains, des potes, et ton pote est le réa, toi, t'es le chef-op, et tu t'amuses. Après, il y a aussi les études, hein. Il y a des écoles, il y a des BTS. Toi, t'as fait une école? Moi, j'ai fait une école, ouais. Mais à la base, j'étais pas dans le cinéma trop. Je faisais un bac S. Après, je fais une fac de maths informatique. Ah oui, d'accord. Rien à voir. Mais j'ai fait ça parce que je voulais passer le concours Louis Lumière. J'ai fait un peu le tour de toutes les écoles et en parallèle, tu vois, j'étais dans l'artistique, je faisais de la photo donc, avec un pote. Donc j'essayais quand même de... Ton goût ou tes notions ou tes performances pour les maths et ce genre de sujets scientifiques, est-ce que ça t'aide aujourd'hui pour comprendre la technique dans ton métier? Ouais, pas mal. Ouais. La logique, ouais. Ça m'a beaucoup aidé. En fait, tout ce qui est caméra, optique, tous ces calculs, ces trucs, ça m'a aidé. Ouais. Tu vois, par exemple, j'ai lu plusieurs articles qui comparaient le flou que tu peux avoir avec du micro 4/3 comparé à du plein format. Ils comparaient les différences de flou et moi, je comprends pas comment ça fonctionne techniquement, tu vois, du coup, j'arrive pas vraiment à Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'il faut le montrer par l'exemple. Je pense qu'il faut se prendre ce qu'on appelle une comparaison entre plusieurs caméras, une étude comparative entre plusieurs caméras. Tu te mets je sais pas, un Alpha 7S, enfin, c'est un plein format, mais je sais pas, un GH5, un micro 4/3. Tu te mets une caméra plein format, tu calcules la valeur de l'optique
comparé au 24-36, tu les mets à la bonne distance. Je sais pas, tu mets un personnage dans l'image. C'est un peu comme ce qu'on fait en test pour les longs métrages, tu vois. On met plusieurs caméras, plusieurs optiques, et tu vérifies le flou. Les chefs-op font ça, hein. Ok. Ils vérifient le flou, comment le flou réagit, pas que le flou, le défaut de l'optique, comment la caméra interprète la peau des comédiens. Tu vas mettre une mire avec plein de couleurs, tu vas mettre un pot de fleurs, tu vas faire flou, pas flou, tu vas mettre un filtre. Nous, on fait comme ça les tests en fiction. Ok, On d'accord. teste tout. C'est comme ça que quand tu travailles ton œil, en fait. C'est cool de pouvoir. Mais ça, c'est quand tu as les moyens, hein, Ouais, parce que pour aller dans ce niveau de détail, il faut avoir du budget et du temps, de l'énergie. Oui, après, voilà. Enfin, j'ai fait des tests avec un chef opérateur AFC connu. On a testé toutes les caméras du marché, mais parce que voilà, il est connu, donc c'est plus simple. Après, il y a aussi la voie de ceux qui ont travaillé chez les loueurs. Tu vois, tu peux commencer assistant stagiaire chez les loueurs caméra. Tu as travaillé chez un loueur, toi? Moi, j'ai travaillé un peu, je suis photosynarienne à mes débuts. Ouais. J'ai fait 6 mois, à mi-temps, je faisais 3 jours avec un pote, 3 jours. Voilà, c'est quand je suis sorti de l'école, j'ai commencé un peu à. J'ai rentré leur première Alexa. Bon, après, voilà, bon, ça n'a pas duré longtemps, mais voilà, c'est une expérience. Et juste avant, j'avais fait Panavision, j'avais fait 3 mois à Panavision. Mets-toi à la place d'un mec qui n'a pas du tout fait d'école de ciné ou d'études liées à l'art, disons, de façon générale, et qui, du jour au lendemain, il comprend que c'est ça qu'il doit faire comme métier, qu'il va être chef opérateur. Comment il fait pour se former, arriver à rentrer dans le milieu quand même? Bah, franchement, c'est ce que je te disais plus avant. En fait, c'est déjà, il faut une caméra, n'importe. Que ce soit un iPhone 8, franchement, je vois des choses maintenant, ça marche. Et commencer à filmer. Regardez les tutos sur Internet, regardez les règles de la photo, c'est quoi un diaph, c'est quoi une profondeur de champ. Et commencer à s'entraîner. Ou alors, si on veut aller plus vite, trouver des jeunes qui sont en école ou en BTS et s'associer à eux. Voilà, tu vois, tu te nourris de l'autre. Toi, ça fait à peu près 10 ans que tu fais ça? Ouais, 10 ans, mais pas chef opérateur depuis 10 ans. Ça doit faire 6 ans. Ok, d'accord. Et du coup, tu continues à regarder des vidéos YouTube, à te former, j'imagine? Oui. Je fais beaucoup. On est Je d'accord. regarde tout le temps. Bah, il y a toujours des nouveaux trucs. Il y a des nouveaux chefs-op ou des anciens chefs-op qui ont des nouvelles techniques, ils innovent. Après, je fais des tests aussi avec des collègues. Il y a des nouveaux outils qui sortent, il y a des nouvelles optiques qui sortent. Les bases, on les a, mais après, on recrée des nouvelles choses avec tout ça. Tu vois. Toi, t'aimes bien la technique, mais est-ce que t'aimes bien le matériel? Est-ce que tu sens que tu as une relation émotionnelle avec le matériel? Parce que tu vois, moi, je suis un peu geek à mes heures. Ouais. Et j'aime bien regarder toutes les caméras, connaître toutes les optiques, tu vois, ça me- Oui, à mes débuts, ouais. À mes débuts, parce que ça te rassure. Ah, tu crois que c'est ça? Ouais, ça te rassure, parce que la maîtrise te permet de te rassurer. Maintenant, franchement, Tu te sens tellement à l'aise, tu as confiance en toi, du coup, tu te sais qu'avec n'importe quelle caméra, c'est ça. tu peux mettre. Je m'en fiche de la caméra, en fait. Mm. Même si quelqu'un me dit, ah, viens, on fait un long métrage avec un Alpha 7S, c'est compliqué. Parce que je pense aussi à mon assistant caméra qui va me maudire. Pour faire le point, il va me tuer. Je connais des chefs-op qui ont fait des super trucs en iPhone 8 et ils ont fait, je sais pas, 200 000 vues sur Vimeo. Donc faut pas dire non, je ne peux pas parce que je n'ai pas. Tu peux avoir un téléphone, moi j'ai un Android, je mets la petite appli iFilmic et je fais des films. Moi je peux pas sortir ma caméra en docu n'importe où, enfin, c'est chiant, c'est gros, c'est lourd. Alors que tu viens avec ton petit appareil photo. Déjà c'est un bon entraînement, tu vois, les pocket films, là, les festivals qu'ils ont sortis, franchement c'est super de faire ça. Tu te crées une sensibilité, genre même je sais pas, un collégien il peut faire ça. Il se crée une sensibilité à l'image. Ouais. Il filme avec. Après, il va faire du montage, des choses comme ça. Il va commencer à tâtonner. Toi, du coup, tu filmes avec quoi? Alors, ce que je préfère, bon, Alexa Mini. Et bon, moi, j'ai la Panasonic Eva One. Donc, En perso? en perso, ouais, donc j'utilise pas mal. Ce que j'ai pas pu tester, c'est la Sony en tournage réel. Hein. J'ai testé en essai, ce que je te disais, les essais chez les loueurs, c'est la Sony Venice. La RED, j'étais beaucoup RED à un moment. À mes débuts, j'étais plus 5D DSLR. Quand j'ai commencé chez FOP, j'étais assistant cam le week-end, je faisais des courts-métrages pour m'entraîner avec des potes ou sur tu vois, les sites cineas.org, tout ça, je sais pas si tu vois. Ouais, je vois. J'ai commencé comme ça. Et voilà, la RED, j'ai beaucoup utilisé parce que c'était pas très cher quand tu comparais par rapport aux caméras qu'il y avait à l'époque et ça sortait des super images. Tu m'as dit que ta caméra préférée, c'est l'Alexa. Pourquoi? Pas préféré, non. On va dire que j'aime bien. Je sais pas comment expliquer. On est d'accord. Il n'y a pas que l'Alexa Mini, c'est vraiment l'univers Alexa. Je trouve que les couleurs sont belles. Voilà, les couleurs sont belles de la caméra et que leur simplicité d'utilisation fait que tu te casses pas trop la tête en tournage.
Maintenant, tu vois, j'ai eu les VA1, j'ai envie de tester aussi là sur un long métrage, si ça se valide, la Varicam pure ou la Varicam 35 mm. Parce que Varicam, elle est plus sensible, en basse lumière, des choses comme ça. Donc on va dire, j'ai une préférence pour Panasonic qui est Alexa parce que je trouve que voilà, l'image est très neutre et que les peaux des acteurs sont de la bonne teinte. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est fou parce que toi qui as t'as les capacités de faire un étalonnage assez poussé, de reproduire le style que tu veux à la main, et tu me dis quand même que la qualité de l'image, les couleurs, tu préfères les couleurs de l'Alexa par rapport à une autre caméra. Bah, c'est la science des couleurs. Après, moi, Panasonic, par exemple, tu vois, ils sont très neutres sur les peaux et du coup, je peux tout refaire avec leur caméra. Je peux matcher n'importe quelle caméra avec une Panasonic. C'est vrai? Bah, c'est très neutre. Les peaux sont ni trop vertes, ni trop magenta, donc tout va très vite. Après, c'est à l'utilisation, il n'y a pas que l'image qui compte. Tu vois, tu bosses avec une équipe, il faut que tout aille vite sur le tournage, il faut que la caméra ne bug pas, il faut que l'image qui sort, des fois, tu n'as pas le temps de faire un étalonnage poussé, comme tu dis, tu as des délais. Ouais. Donc, il faut que l'image soit potentiellement utilisable rapidement. Tu vois, c'est tout ça. Quand tu me dis, on peut mettre une lutte, oui, tu peux mettre une lutte de base. Et un jour, tu as un documentaire, ils te disent, bah, on n'a pas le temps, ça sort dans une semaine, bah, tu mets la lutte de base et tu fais un petit réglage, voilà. Ouais, ok. Tu vois, et ça dépend de ça. Je voulais te poser aussi des questions par rapport aux revenus d'un chef opérateur. Comment tu fais pour gagner de l'argent? Comment tu cumules ou pas des sources de revenus? Les statuts que tu as, etc. Un chef opérateur, c'est plus un intermittent du spectacle. Et les salaires, c'est compliqué à expliquer. Tu commences, tu prends ce qui arrive. Hein. Tu fais, tu vois, les piges, on va dire, un cadreur, c'est entre 200 et 250 euros brut jour, tu vois. Si tu commences comme ça. Et après, il y a on va dire, une classification. Il y a ce qu'on appelle la SNTPCT, c'est le syndicat national du cinéma, qui donne les minima sociaux qu'on peut payer un chef-op. Et selon que ça soit une pub, selon le budget d'un film, t'as pas les mêmes salaires en fait. Et l'expérience. Et alors, si tu as une expérience plus un agent, c'est encore mieux. Et quoi, tu rentres dans des grilles carrément, donc là. Bah, en France, on est souvent sur ces grilles-là. Après, quand c'est des chefs opérateurs stars, tu peux aller plus haut, quoi. Tu dépasses le quota, on va dire. Je sais pas, regarde, je peux te donner un exemple. Un chef-op pub, ça peut être à 1005 jours en brut en intermittence, mais sans compter toute la prépa. En France, on paye pas tout le temps les préparations. Et la préparation, c'est toute la partie artistique qu'on a vue. Les recherches, les allers-retours chez les loueurs, les discussions à pas d'heure avec les réalisateurs, les discussions avec tous les devis qui reçoit la prod et il faut réduire ça parce qu'il n'y a pas le budget. Tu vois, en France, on ne paye pas tout le temps cette prépa, ce qui est dommage. Alors que c'est un taf. Et là, je te parle des bons salaires. Hein. Après, ça peut aller plus haut vers Darius Khondji, voilà, je vais le nommer. Hein. Lui, c'est la star. Hein. En pub, il éclate ce budget, quoi. D'accord. Mais bon, il a mangé sa vache enragée au début aussi. Hein. Il a commencé quelque part. Mais tu crois que. Enfin, tu vois, j'aimerais essayer de me projeter pour un mec qui voudrait commencer à être chef opérateur. Bah, qui puisse se dire combien il va se faire d'argent, à peu près une fourchette. Franchement, tu peux pas définir le salaire parce que toutes les boîtes vont pas te payer pareil. Après, il faut se dire, voilà, t'es chef op sur quoi? Tu veux faire un corporate, t'es chef op, t'as un peu de lumière à faire. Tu veux faire une pub internet, pub digitale. Ça, c'est sur ces projets-là qu'il va pouvoir commencer. Et ça dépend aussi de son statut. S'il veut être en général en intermittence, ouais, on va te demander ouais, ça peut arriver qu'il te demande 300 balles en intermittence, le minimum, quoi. Si c'est allez, je sais pas, un 20 secondes digital de base, c'est rien, mais si on doit parler d'un salaire quand tu commences, c'est presque le salaire d'un cadreur, tu vois. Et après, tu peux passer à 500 jours. Si c'est un budget sympa, souvent c'était ça, les pubs à un moment c'était 700 euros. Et après, tu peux monter. Tu vois, ça dépend de la grosseur du budget global et aussi de la diffusion de cette publicité. Si c'est une pub télé, grosse diffusion, déjà, le réalisateur, il prend 10% normalement. Dans le meilleur des mondes, imaginons, il y a 500 000, allez, non, je suis gros. 100 000 euros. S'il prend 10% de 100 000, il prend 10 000, le chef-op prendrait normalement 5 000. Mais ça, je parle dans le meilleur des mondes, parce que si c'est jamais comme ça que ça se passe. Okay. Mais avec tout ce marché d'Internet, tout ça, tu le réduis. C'est-à-dire que tu fais de la quantité au lieu de le faire. Tu vois, une pub, si tu fais une pub par mois, normalement, tu peux vivre bien. Si tu as une vraie pub avec une production qui a chopé un bon client, qui fait une diffusion en télé, mondiale, on va dire. Allez. Donc toi, tu as le statut d'intermittence. Ouais. Tu as quoi comme autre source de revenus? Ouais, ça dépend. À mes débuts, je faisais beaucoup de formations, je faisais du workshop.
Comment ça se passe pour faire ça? Comment tu arrives à… Comment t'en Bah, arrives? au début, j'étais pas intermittent, j'arrivais pas quand tu D'accord. commences. Donc du coup, je faisais des CDD et en même temps, j'avais des piges d'intermittent. Après, quand tu vas à l'étranger, par exemple en Angleterre, l'intermittence, ils connaissent pas, il faut que tu te factures. Donc il y a plusieurs techniques. Il y a l'apportage salarial où tu vas, je sais pas, un producteur ami va t'aider à, voilà, il prend un pourcentage et il va te facturer en intermittence. Il prend cet argent, il le transforme pour toi. Ou des sociétés spécialisées, ça existe. Beaucoup d'intermittents font ça. Maintenant, il y a plein de chefs opérateurs, enfin, il y a quelques chefs opérateurs qui commencent à vendre des formations sur Internet ou, tu vois, à créer du contenu sur YouTube, par exemple. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est une bonne solution pour… Moi, je trouve, au niveau, voilà, se faire connaître, c'est bien. Et si ce qu'ils font, c'est de qualité, bah, ça ne peut qu'attirer les bonnes personnes, tu vois. Et inspirer peut-être les autres, c'est un peu ça le métier. Moi, quand je te disais, j'ai appris des plus anciens, bah, j'ai été aussi inspiré des plus anciens par d'autres moyens, soit en physique, soit sur Internet, une sorte de mentorat à distance, tu vois. Mais c'est vrai qu'avec Internet, il faut faire le tri. Il y a de tout, hein. Il y a du bon, il y a du moyen, il y a du très moyen. Après voilà, hein, moi, si tu vois mon premier court-métrage, tu rigoles, hein, t'éclates de rire. Ah bah ça, tout le monde, hein. Oh là là. Je crois que j'ai encore une bande pellicule aussi d'un court-métrage Super 16 de l'école. Ouais, c'était marrant. C'est des bons Mais souvenirs. c'est là que tu t'entraînes. Ah, c'est clair, j'ai commencé à filmer avec… je devais emprunter le premier iPhone d'un de mes potes, enfin de la mère d'un pote, enfin c'est n'importe quoi. Ah oui, oui, bah de toute façon, hein, bah, j'en connais, ils ont fait ça, hein. Vieilles caméras, même les Super 8, tu sais, les vieilles caméras Moi, pellicules. j'ai pas connu ça. Oui, mais tu sais, c'est rétro, ça revient pas mal. Je sais pas si Ouais. tu vois ce format carré, là, c'est la mode. Il y en a, je connais des chefs-op aujourd'hui qui ont quand même des beaux projets qui tournent toujours en pellicule. C'est leur truc, c'est leur marque de fabrique. Moi, j'aimerais bien la reprendre un peu, ça me manque. Ah ouais. Surtout pour donner de la rigueur aux réalisateurs, pour qu'ils préparent mieux. C'est malin ça. Et voilà, qu'on fasse un découpage où on se projette dans ce qu'on fait, comment on veut le faire, plutôt qu'on se dise ah non mais c'est bon, on a 500 gigas, allez on tourne. Bah c'est ça. Et après le monteur il s'arrache les cheveux et en fait ça peut coûter plus cher hein, avec ces caméras genre 8K, RAW, RED, tatati. Alors que si tu prépares, comme Hitchcock disait, voilà, ça y est, j'ai fini mon film. Après ça prépare, voilà, je suis prêt. C'est une formalité le tournage pour lui, c'était. En fait, au début, je voulais te demander s'il y avait un profil type de chef opérateur, mais tu m'as dit qu'il y avait plein de profils et plein de carrières. Il y en a, ils sont photographes, après, moi, tu vois, je passais par la photo. Après, j'ai fait assistant caméra parce que je voulais comprendre les caméras. Voilà, comment ça enregistrer parce que c'est ni plus ni moins qu'un capteur avec un ordinateur derrière, donc comprendre comment ça réagit. Il y en a, ils étaient chefs électro, je peux t'en sortir plein. Hein, voilà, et ils ont travaillé la lumière, donc on va dire je sais pas comment dire, tes forces sont sur la lumière et ils vont se prendre un très bon premier assistant caméra qui connaît plus la caméra que lui. Ils vont se nourrir de lui, tu vois. Moi, je me suis nourri des chefs électro, eux, ils vont se nourrir des assistants caméra. Tu vois, tu cherches ton allié, quoi. Le réalisateur cherche son chef opérateur, le chef opérateur cherche soit son chef électro, soit son assistant caméra. On m'a fait comprendre plusieurs fois que souvent les chefs opérateurs, ils doivent avoir un petit côté aventurier, tu vois. Moi, le chef opérateur, je le vois comme un mec musclé qui a pas peur du vide, qui prend des hélicos, qui… Ouais, ça dépend ouais, ça dépend. Est-ce que tu fais du documentaire? Est-ce que tu fais des voyages? Ça dépend de ton marché, en fait. Toi, t'as déjà fait des trucs qui t'ont fait un peu peur comme ça en filmant? Ouais, en Afrique. T'as fait quoi? Des pubs pour Vodafone et ouais, bon, après parce que le pays c'était cool, mais ça pouvait être dangereux. Donc on a pris des avions à hélice. Une fois, on avait oublié la caméra dans la soute et on s'est dit oh non, faut filmer, c'est trop beau. Bah le réalisateur il sort son iPhone, tu vois, je lui dis vas-y. Non mais et c'est passé dans la pub. Franchement, le client il a rien vu. On l'a sorti, je sais pas, j'avais un bout de gélate qui traînait, je lui ai mis une sorte de ND9, tu vois, pour réduire la lumière et bam, on l'a fait. Bon après on l'a étalonné, on l'a trituré. Parfois, quand je filme, j'oublie un peu ce qui se passe autour, tu vois, et des fois, ça peut être limite être dangereux, tu vois, parce que d'un coup, je suis tellement dans l'image que je fais pas attention aux voitures, oui, aux oui. gens et tout. T'as dû travailler là-dessus ou pas? Oui et non, après ça dépend, voilà, souvent tu as un viseur, donc tu as l'œil ton dans le viseur, mais moi je garde toujours un œil ouvert. Donc quand je veux me concentrer, tu fermes l'autre œil, l'œil qui est pas dans l'œil ton, et après maintenant tu sais, t'as pas forcément tout le temps un œil ton, c'est bien de s'isoler dans l'image, comme ça tu es comme en salle de cinéma. J'ai suivi le masterclass de Werner Herzog, donc un grand réalisateur allemand. Et du coup, lui, il disait que notre génération maintenant,
elle regardait tout le temps l'écran plutôt que de regarder dans l'œilleton à travers l'optique. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, on a tous ce défaut, hein, tu sais, l'arrivée de la RED, bon, il y a toujours un œilleton, mais tu vois, c'est plus rapide de regarder une image globale, mais du coup, tu es perturbé par un cadre autour, ce qui se passe, qui bouge, donc t'es pas concentré totalement. Alors, imaginons, je sais pas, t'es opérateur caméra, tu cadres sur un long métrage américain ou français, et tu as des grands mouvements d'acteurs, et tu as un travelling, tu dois faire des panneaux, suivre, passer d'un acteur à l'autre. Tu vois, bah, si tu n'es pas dans l'image, tu vas pas être aussi fluide. Tu vas le sentir, les à-coups. Alors que quand tu es dans l'œilleton, tu vois tes bords de cadre et tu as même souvent des réserves. Tu sais, ils te mettaient avant des réserves. Du coup, tu sens que l'acteur va arriver dans ton cadre. Tu anticipes, tu vois. Tu vois, la base du cadreur pur. Hein. Reportage, JRI, tu apprends à cadrer. Donc quand tu apprends à cadrer, tu apprends à composer une image, tu apprends à avoir ta réserve, savoir qui rentre. Je vais te poser la troisième question. Comment tu fais pour t'adapter à un marché qui évolue vite avec, comme on disait, les nouvelles caméras, c'est facile de filmer, il y a de plus en plus de personnes qui veulent faire, qui filment. Bah, honnêtement, je fais pas mal de veille technologique. Je regarde tout ce qui se passe. Réseaux sociaux, Internet, ce qui m'intéresse. Je vais souvent chez les loueurs caméra quand j'ai besoin de tester des choses. J'appelle ceux que je connais et je leur dis voilà, j'ai vu que vous aviez tel type d'optique, est-ce qu'il y a une dispo? Et je vais tester ça. Des fois, j'appelle un assistant caméra ou un chef électro et on va voir. On s'amuse un peu avec et on voit ce que ça donne. Ça m'est arrivé de voir des projecteurs, des loueurs qui me disent bah tiens, j'ai une nouvelle gamme, si tu veux voir, je te présente cette gamme-là. Je te l'allume, je te laisse dans le coin, moi j'ai des trucs à faire et je vais voir, tu vois, je prends ma cellule, je fais mes tests. Et c'est comme ça que tu t'adaptes. Après aussi, il y a les gens avec qui tu travailles. Je travaille pas tout le temps, enfin, je travaille avec souvent les mêmes personnes, mais ça m'arrive de travailler des gens plus jeunes aussi. Bah, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, le Voilà. court-métrage avec le mec de 22 ans, ou même moi, tu vois, tu as pris le temps de me rencontrer. Parce que je sais pas si tu te rappelles, mais on s'est rencontrés via Shaper. Ouais. Donc Shaper, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une appli de rencontre pro. C'est ça. J'y suis plus allé depuis, mais J'ai rencontré un réalisateur avec qui j'ai fait une pub avant Noël. Hein, tu vois, on s'était vu 6 mois après. Il me dit ah mon chef-op est pas dispo. Est-ce que ça t'intéresse? Ah ouais cool. On a bossé ensemble. Dans l'épisode 1, je parlais déjà avec Julien Lassort de l'importance de faire du réseau. Et moi, j'aime bien le rappeler aux gens qui me demandent comment tu fais pour trouver des clients, etc. Mais le réseau, pour moi, c'est la première source. Bah non, mais il faut voir les gens parce que c'est vrai que tu peux voir le travail de quelqu'un, mais si tu sens pas une affinité avec la personne, c'est compliqué. Faut que tu t'entendes avec, faut que voilà, son attitude te plaise, son univers, des choses comme ça. Après, ça c'est vrai qu'en France, c'est un peu différent des autres pays. Souvent, ça peut arriver que dans des autres pays, on t'appelle, on a vu ton travail sur Internet. En France, c'est un peu moins ça. C'est on t'appelle parce qu'on connaît quelqu'un qui a déjà travaillé avec toi, donc il dit oui, c'est quelqu'un de fiable. Regarde son travail, il bosse bien. Et en même plus, ça c'est le plus, tu vois, la cerise, il est fiable et je le connais, tu vois. C'est une autre façon de voir les choses. Je reviens juste un peu sur la technique. Avant être chef opérateur, tu vois, tu avais un pouvoir que personne n'avait, tu contrôlais ta caméra. Et maintenant, comme tout le monde filme un peu avec son téléphone, tout le monde a accès à cette technologie. Filmer, c'est pas compliqué. C'est pas flippant de se dire quand tu es dans le métier que j'ai plus le même pouvoir qu'avant. Bah si, mais c'est pour ça qu'il y a certains chefs opérateurs américains qui disent faut tourner en pellicule pour pas perdre notre mainmise sur la création ou l'esthétique du film. Ah ouais, je sais pas. C'est fou, ok, d'accord. Tourner en pellicule, c'est pour ça que ça tourne pas mal en pellicule aux US. Une fois que tu as imprimé l'image sur la pellicule, l'étalonneur il peut pas tout casser. Bon, maintenant il y a des scanners et tout, mais au moins tu donnes la première patte au film, quoi. Après, on est d'accord que de toute façon, toi, je pense, une fois que tu as maîtrisé les caméras, tu sais utiliser toutes les caméras. Toi, ta valeur ajoutée, quand on t'embauche pas pour savoir utiliser une caméra. En réalité, on t'embauche pour tout le reste. Bah, je sais pas comment dire. Pour moi, la composition d'une image, c'est comme un bon cocktail. Tu as plein d'ingrédients différents. Déjà, il faut connaître tous les ingrédients qui existent dans le cocktail. Et ensuite, savoir les combiner. Bah, c'est un peu ça, chef opérateur. C'est combiner la lumière avec le capteur, avec l'optique, avec les filtres, avec le mouvement, tu vois. Et faire que ce cocktail pète à l'image. Et le réalisateur, c'est un peu pareil. Son cocktail à lui, c'est quoi? C'est son scénario, sa façon de filmer, sa façon de monter, sa façon de jouer sur le son. J'ai oublié ça, je vais me faire tuer. Sa façon de diriger les acteurs et de faire sortir les émotions les plus fortes pour que ça se ressente à l'image, tu vois. En fait, c'est un peu polymorphe ce métier, c'est-à-dire qu'il faut connaître plein de choses différentes et les associer pour que ça fasse quelque chose, voilà, le film, quoi. Ouais, bah c'est cool parce que ouais, t'as plein de... Enfin, c'est complet, quoi. C'est ça. Tu t'ennuies pas.
Bah ouais, c'est rare de s'ennuyer sur un plateau. Parce qu'en fait, il faut que tu te formes tout le temps sur toutes ces pratiques-là. Après, voilà, c'est ça le seul défaut de ce métier. C'est si t'aimes pas apprendre, faut arrêter direct. Moi, c'est ce que je dis. Hein. Le jour où je m'ennuierais d'apprendre, j'arrêterai. Je passerai à autre chose. Moi, je pense qu'il faut arrêter tous les métiers où tu n'apprends pas. Mais... Non, mais voilà, non, mais si tu as plus soif d'apprendre parce que Ouais. tu sens pas que, ah ouais, putain, j'étais sur ce tournage, on a fait un truc, je connaissais pas, c'est cool. Tu as tout le temps un truc à tester. Le jour où tu es blasé, faut arrêter. Bon, bah, on va arrêter l'épisode là-dessus. Merci d'être venu, c'était De super rien. cool. Est-ce que tu veux rediriger les gens vers, je sais pas, ton travail, ton site quelque Oui, chose bah, on peut voir mon travail sur Vimeo, hein, sur Emmanuel Lacari. On peut taper mon prénom plus nom et on peut le trouver. Hein. Lacari avec 2 Ouais, K. L-A-2-K-A-R-I, Emmanuel, un seul M, je suis pas une fille. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a inspiré. Je vous invite à noter ce podcast et à laisser un avis pour le faire remonter dans le classement. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre les actualités du podcast et on se retrouve bientôt dans le prochain épisode.